se moquèrent du nouveau. Ils ne savaient pas que c'était un champion de judo. Jean Dupont contempla l'imposant bâtiment du lycée Saint-Michel avec un mélange de nervosité et de résignation. À ses 15 ans, il avait déjà vécu ce rituel 3 fois ces 2 dernières années. Être le nouveau, essayer de passer inaperçu, échouer misérablement et devenir la cible parfaite pour les brutes du coin. Son père, un fonctionnaire de carrière, avait été muté à nouveau, cette fois dans cette ville côtière française. Jean soupira, ajustant les lunettes qui semblaient toujours trop grandes pour son visage mince et pâle. Avec son 1,60 m de stature, bien en dessous de la moyenne pour son âge, et à peine 50 kilos, Jean paraissait fragile. Ses épaules étroites, ses bras fins et la maladresse avec laquelle il marchait parfois, à cause d'une croissance accélérée récente, le transformaient en ce que sa mère appelait affectueusement un petit poulet maigre en phase de développement. Il avait essayé de se coiffer différemment ce matin, mais ses cheveux châtain clair continuaient de tomber en mèches désordonnées sur son front. Ce que personne dans ce nouveau lycée ne pouvait imaginer, c'était que, sous cette apparence de fragilité, se cachait un athlète extraordinaire. Depuis l'âge de 6 ans, Jean s'était entraîné au judo, atteignant un niveau avancé pour son âge. Il était ceinture marron, avait participé à des tournois nationaux et possédait une technique qui avait fait pleurer de fierté son sensei en France. Son corps apparemment faible était en réalité une machine parfaitement calibrée de réflexes, d'équilibre et de force stratégique. Cependant, une promesse à ses parents et à lui-même le maintenait ferme. Il n'utiliserait jamais ses compétences pour blesser les autres, seulement pour se défendre dans des situations de véritable danger. Un nouveau départ, murmura-t-il pour lui-même, avançant avec détermination vers l'entrée principale. Le brouhaha des étudiants l'enveloppa, tandis qu'il cherchait le bureau administratif. Certains le regardèrent avec une curiosité passagère, mais personne ne lui prêta trop d'attention, ce qui était exactement ce qu'il souhaitait. La première heure se déroula sans incident. Dans le cours de littérature, la professeure Martin le présenta brièvement. Jean choisit un siège au milieu de la salle de classe, ni devant où il serait trop visible, ni au fond où avaient l'habitude de se rassembler les perturbateurs. Il prenait des notes avec diligence, intervenant seulement quand la professeure lui posait une question directe, répondant avec précision, mais sans se faire trop remarquer. Ce fut pendant la récréation qu'il les remarqua pour la première fois. 3 garçons qui semblaient dominer le couloir principal, faisant que d'autres étudiants s'écartaient subtilement à leur passage. Celui qui était au centre était clairement le chef, grand, costaud, avec une coupe de cheveux à la mode et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À sa droite, un garçon presque aussi grand mais plus mince, avec une expression permanente de dédain. À sa gauche, un plus petit mais musclé avec l'uniforme délibérément négligé. Typique, pensa Jean. Dans chaque école, il y a un groupe comme ça. J'ai juste besoin de rester à l'écart. Malheureusement, le destin avait d'autres plans. Alors qu'il se dirigeait vers la cantine, Jean trébucha légèrement sur son propre pied. Un moment de maladresse qui serait normalement passé inaperçu. Mais pas pour ses yeux qui cherchaient toujours la faiblesse. « Hé, regardez, le nouveau a l'air de ne pas encore avoir appris à marcher. » La voix résonna dans le couloir, provoquant des rires dispersés. Jean n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui avait parlé. Il accéléra simplement le pas, prétendant ne pas avoir entendu une tactique qui avait fonctionné à certaines occasions précédentes. À la cantine, il trouva une table relativement vide et s'assit avec son plateau. Il avait à peine pris une bouchée de son sandwich quand il sentit une présence à son côté. « Cette place est occupée, nouveau », dit le chef du trio, maintenant clairement visible devant lui. En fait, toute cette table est réservée aux gens qui savent marcher sans trébucher sur leurs propres pieds. Plus de rire. Jean leva les yeux brièvement, évaluant la situation. Le garçon était Antoine Dubois, d'après ce qu'il entendit, qu'on l'appelait. À ses côtés étaient Marc et David, ses inséparables compagnons. « Je ne vois aucun nom sur la table », répondit Jean calmement, revenant à sa nourriture. « Mais je peux bouger si vous en avez vraiment besoin. » Il commença à ramasser ses affaires avec dignité, mais Antoine plaça une main sur son plateau. « Maintenant que j'y pense, je crois qu'il vaut mieux que tu restes. On aurait bien besoin d'un peu de divertissement. » Jean sentit comment ses muscles se tendaient, une réaction automatique de son entraînement. Avec un effort conscient, il se détendit. « Pas ici, pas maintenant, pas pour ça. Je préférerais manger en paix, » dit-il maintenant un ton neutre. « Et moi, je préférerais savoir ce que fait un nain avec des lunettes de bibliothèque dans notre lycée. » contre-attaqua Antoine, provoquant le rire de Marc et David. « Tu t'es perdu en allant à la garderie ?» Jean resta silencieux, une astuce qu'il avait apprise sur le tatami. Ne jamais montrer que les provocations de ton adversaire t'affectent.
Cela sembla irriter Antoine, qui frappa légèrement la table avec son poing. « Je t'ai posé une question, nouveau. Je m'appelle Jean, répondit finalement Jean. Et j'essaie juste de manger. Je m'appelle Jean et j'essaie juste de manger, limita Antoine avec une voix aiguë et moqueuse. Dieu, tu es pathétique. Soudain, David poussa accidentellement le plateau de Jean, renversant son jus sur sa chemise. Il y eut un moment de silence, suivi d'éclats de rire. « Comme tu es maladroit, nouveau » commenta Marc feignant l'inquiétude. « Tu devrais faire plus attention. » Jean respira profondément, ramassa ses affaires et se leva. Avec un calme qui déconcerta les brutes, il se limita à dire « Excusez-moi, j'ai besoin de me nettoyer. » Alors qu'il s'éloignait, il entendit Antoine commenter « C'est comme ça qu'on fait, les gars. » Les faibles fuirent toujours. Dans les toilettes, tandis qu'il nettoyait la tache de sa chemise, Jehan se regarda dans le miroir. Son visage ne montrait aucune émotion, mais intérieurement, il réalisait des exercices de respiration que son sensei lui avait enseignés. Ce ne sont que des obstacles sur le chemin. Comme sur le tatami, chaque obstacle est une opportunité de démontrer le contrôle. Les jours suivants établirent un modèle. Antoine et son groupe semblaient avoir décidé que Jean serait leur nouveau projet de divertissement. Ils le poussaient accidentellement dans les couloirs, cachaient son sac à dos, faisaient des commentaires sur son aspect physique, son accent légèrement différent, ses lunettes ou n'importe quoi qu'il pouvait utiliser comme arme. Jean les évitait quand il pouvait, et quand ce n'était pas possible, il supportait leurs moqueries avec une dignité silencieuse qui, loin de les décourager, semblait les inciter davantage. Bientôt, d'autres étudiants commencèrent à l'appeler le rat, un surnom qui se répandit rapidement dans le lycée. Dans les cours d'éducation physique, la situation devint particulièrement tendue. Le professeur Lemaire, un ancien militaire, avec peu d'intérêt pour les dynamiques sociales adolescentes, divisait les étudiants en équipes sans prêter attention aux évidentes stratégies d'exclusion. Jean finissait invariablement par être le dernier choix, quelque chose qu'Antoine et ses amis célébraient sans dissimulation. « Hé, prof, on peut jouer avec un joueur de moins au lieu de se retrouver avec le rat ?» demanda Antoine un jour, pendant un match de basket. « Dubois, moins de commentaires et plus de jeux », répondit le professeur. Cependant, son ton manquait de véritables réprimandes. Pendant ce match, Jean reçut plus de coups accidentels qu'il ne pouvait en compter. Un coup de coude particulièrement fort de David faillit lui casser les lunettes. Quand finalement la sonnerie retentit, Jean se dirigea vers les vestiaires avec soulagement, seulement pour découvrir qu'ils avaient caché ses vêtements et laissé à leur place un ensemble de sous-vêtements féminins. Les rires résonnèrent dans tout le vestiaire, tandis que Jean, avec un calme étudié, cherchait systématiquement ses affaires. Finalement, il les trouva dans les douches, trempées. Sans dire un mot, il les ramassa et, toujours dans son uniforme sportif en sueur, se dirigea vers le bureau du proviseur. La réunion fut brève et insatisfaisante. Le proviseur Moreau écouta son récit avec une expression d'ennui à peine dissimulée. Dupont. Je comprends qu'être le nouveau peut être difficile, mais ce ne sont que des jeux entre garçons. Le lycée Saint-Michel a une politique stricte contre le harcèlement, mais ce que tu décris ressemble plus à des blagues potaches. Essaie de t'intégrer davantage, de participer à des activités extrascolaires. Tu verras comment bientôt il t'accepte. Jean acquiesça, sachant qu'il était inutile d'insister. Il avait entendu des variantes de ce discours dans ses écoles précédentes. Les adultes comprenaient rarement la différence entre blague et harcèlement systématique, spécialement quand les harceleurs étaient des étudiants populaires ou des sportifs en vue comme Antoine, qui, d'après ce qu'il avait découvert, était la star de l'équipe de football du lycée. Ce jour-là, Jean appela son ancien sensei en France. La visioconférence lui donna le réconfort dont il avait besoin. « Jean-Kun, rappelle-toi que le vrai judo ne consiste pas à vaincre les autres, mais à vaincre ton propre ego, tes propres peurs, » lui dit le maître Lefebvre. « Tu suis le bon chemin en ne répondant pas avec violence. Mais sensei, c'est frustrant de sentir que je pourrais les arrêter à n'importe quel moment et de ne pas le faire, » confessa Jean. « Cette frustration est ton ego qui parle. La vraie preuve d'un guerrier n'est pas combien de combats il gagne, mais combien il réussit à éviter. » Les paroles de son maître lui donnèrent une paix temporaire, mais la situation au lycée continua de se détériorer. 3 semaines après son arrivée, Jean n'était plus seulement la cible d'Antoine et de ses amis, mais d'autres étudiants, cherchant l'approbation du groupe dominant, avaient commencé à se joindre aux moqueries. Sophie Bernard, une camarade de classe avec qui Jean avait échangé quelques mots aimables, l'aborda à la bibliothèque. « Tu devrais faire quelque chose, tu sais ?» lui dit-elle à voix basse. « Tu ne peux pas continuer à laisser faire comme ça. » Jean leva les yeux de son livre d'histoire. « Et qu'est-ce que tu suggères que je fasse ?»
Me battre contre eux? Ils sont 3, plus tous ceux qui les suivent. Sophie secoua la tête. Je ne dis pas que tu te battes, mais, je ne sais pas, défends-toi d'une manière ou d'une autre. Parle-leur fort, plains-toi au professeur, quelque chose. Si tu continues à baisser la tête, ça ne s'arrêtera jamais. Jean la regarda avec une expression que Sophie ne sut pas interpréter. Je te remercie de ta préoccupation, mais j'ai mes raisons de gérer ça comme je le fais. Sophie haussa les épaules, clairement pas convaincue. Comme tu veux, je disais juste que c'est triste de te voir comme ça tous les jours. Elle s'éloigna, laissant Jean plonger dans ses pensées. Est-ce triste? Est-ce comme ça que tout le monde me voit? Comme quelqu'un de triste et pathétique, qui ne peut pas se défendre. Le point de bascule arriva un vendredi pluvieux. Jean était resté tard à la bibliothèque pour terminer un travail de biologie. Quand il sortit, les couloirs étaient pratiquement vides. Il se dirigea vers son casier pour récupérer son parapluie, mais en tournant un coin, il se retrouva face à Antoine, Marc et David qui l'attendaient clairement. « Regardez qui on a là !» sourit Antoine, sa voix résonnant dans le couloir désert. Le rat sortant de son trou. Jean évalua la situation rapidement. Le couloir vers la sortie principale était bloqué par eux. Ils pouvaient faire demi-tour et prendre un autre chemin. Mais cela ne ferait que confirmer l'image de lâcheté qu'il avait de lui. Il décida de continuer d'avancer, passant à côté d'eux sans montrer de peur. « Je suis pressé », dit-il simplement, essayant de passer. Antoine le poussa contre les casiers avec suffisamment de force pour que ses lunettes tombent au sol. Avant qu'il puisse les ramasser, David marcha dessus accidentellement. « Oups !» dit-il avec un sourire malveillant. Jean regarda ses lunettes cassées, puis les 3 harceleurs. Pour la première fois, il sentit que quelque chose à l'intérieur de lui commençait à changer. Ce n'était ni de la peur ni de la rage, mais une profonde clarté comme celle qu'il expérimentait dans les moments les plus intenses de compétition. « C'est inutile, » dit-il avec un calme qui surprit les 3. « Brutes, je ne vous ai rien fait. »« Ton existence est suffisante, » répondit Antoine, s'approchant menaçant. « Tu sais quel est ton problème, rat? Que tu es faible. Et dans ce monde, les faibles ne servent qu'à une seule chose, divertir les forts. » Jean ramassa les restes de ses lunettes. Heureusement, il pouvait voir relativement bien sans elles, bien que les bords devenaient flous. « Si c'est ce que tu penses, je suis désolé pour toi, » répondit-il. La réponse sembla enrager Antoine, qui l'attrapa par le col de sa chemise et le frappa à nouveau contre les casiers. « Tu as pitié de moi? Toi » cracha-t-il les mots. « On va t'apprendre ce que c'est que d'avoir vraiment pitié. » Ce qui suivit fut une tentative de passage à tabac coordonnée. Les 3 se lancèrent contre Jean dans le couloir désert, confiants dans leur supériorité numérique et la faiblesse perçue de leurs victimes. Le temps sembla ralentir pour Jean. Tout son entraînement, toutes ces années sur le tatami, surgirent, comme un instinct naturel. Avec des mouvements précis, il esquiva le premier coup de poing d'Antoine, se glissa sous la prise de Marc et utilisa l'impulsion de David contre lui-même. En moins de 20 secondes, les 3 agresseurs étaient au sol, désorientés et confus, sans comprendre exactement comment ils étaient arrivés à cette position. Jean resta debout, dans une posture détendue mais préparée, sa respiration à peine altérée. « Je ne veux pas me battre, » dit-il avec clarté. « Je ne l'ai jamais voulu. Mais si vous insistez, je devrais vous avertir que je pratique le judo depuis l'âge de 6 ans. Je suis ceinture marron et j'ai participé à des compétitions nationales. » La confession fut reçue avec des expressions d'incrédulité et de confusion. Antoine fut le premier à réagir, essayant de se relever avec une fureur renouvelée. « Menteur de merde, je vais te... » Il ne termina pas la phrase. Avec un mouvement fluide, Jean exécuta une technique de contrôle basique, immobilisant Antoine avec une clé qui pressait légèrement son articulation du bras, causant de l'inconfort, mais pas de douleur réelle. « Je pourrais te disloquer l'épaule maintenant, » expliqua Jean avec le même calme didactique qu'il utilisait quand il aidait les débutants au dojo. « Mais je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas le but de ce que j'ai appris. » Il lâcha Antoine et recula, lui permettant de se relever. Marc et David étaient restés pétrifiés, observant la scène avec un mélange de choc et de méfiance. « Pourquoi? Tu ne t'es jamais défendu avant ?» demanda Marc, véritablement déconcerté. Jean haussa les épaules. « Parce que ce n'était pas nécessaire. Parce que j'espérais qu'à un moment donné, vous vous rendriez compte par vous-même de l'absurdité de votre comportement. Parce que j'ai promis de n'utiliser ça que pour me défendre quand j'étais vraiment en danger. » Il y eut un moment de silence tendu. Finalement, Antoine, avec l'orgueil blessé mais une lueur de respect réticent dans les yeux, dit « Ça ne change rien, Dupont. Demain, tout le lycée saura que tu nous as attaqués. » Jean sourit légèrement. « Allez-y,
Vous pouvez aussi raconter comment vous trois avez essayé de me frapper dans un couloir vide et avez fini au sol en moins d'une demi-minute. Vous décidez quelle version vous préférez qui circule. Sur ce, il ramassa son sac à dos et ses lunettes, cassées, et se dirigea vers la sortie, laissant les trois brutes déconcertés derrière lui. Le lendemain matin, Jean arriva au lycée avec des lunettes de rechange et une nouvelle attitude, subtile mais perceptible. Il marchait plus droit, son regard plus direct, sa présence d'une manière ou d'une autre plus solide. Les rumeurs avaient déjà commencé à circuler, bien que dans des versions contradictoires. Certains disaient que les trois brutes avaient coincé le nouveau, et d'une manière ou d'une autre, il les avait vaincus. D'autres affirmaient que tout était une exagération. Certains suggéraient même que c'était un combat juste un contre un. Sophie s'approcha de lui, avant le premier cours. « C'est vrai ?» demanda-t-elle directement. « Tu as donné une leçon à Antoine et à ses gorilles ?» Jean ajusta ses nouvelles lunettes. « Disons qu'il y a eu un malentendu qui est déjà éclairci. »« Ça ne répond pas à ma question, » insista-t-elle, un sourire se formant sur ses lèvres. « Mais je crois que ta non-réponse est suffisante. Quoi qu'il se soit passé, il le méritait. » Les regards que Jean recevait dans les couloirs avaient changé. Ils n'étaient plus de pitié ou d'indifférence, mais de curiosité et, dans certains cas, d'un nouveau respect. Pendant le déjeuner, certains étudiants qui l'avaient ignoré auparavant l'invitèrent à s'asseoir avec eux, désireux de connaître sa version des faits. Jean maintint l'histoire simple. « Il s'est produit une situation où j'ai dû me défendre. C'est tout. » Sa modestie ne fit qu'accroître l'intrigue autour de lui. Pour la fin de la journée, la rumeur que le rat était en réalité un lutteur d'arts martiaux expérimenté avait atteint des proportions mythiques. Certains assuraient déjà qu'il avait une ceinture noire et avait été champion du monde. Antoine et ses amis brillèrent par leur absence la majeure partie de la journée, apparaissant seulement pour les cours obligatoires et se maintenant inhabituellement discrets. Ce fut pendant la dernière heure en éducation physique que se produisit la rencontre que tout le monde attendait. Le professeur Lemaire décida qu'il ferait des exercices en binôme. Quand arriva le moment de former les équipes, il y eut un silence inconfortable. À la surprise de tous, Antoine s'approcha directement de Jean. « Ça te dit qu'on travaille ensemble ?» demanda-t-il avec un mélange de défi et quelque chose qui pourrait être interprété comme une tentative maladroite de conciliation. Jean acquiesça également surpris. Pendant les exercices, les deux travaillèrent en silence, exécutant les instructions du professeur avec efficacité. À la fin du cours, tandis qu'ils se dirigèrent vers les vestiaires, Antoine finit par parler « Ce que tu as fait hier. Quoi tu as appris à bouger comme ça ?»« En France, principalement, » répondit Jean. « Aussi en Belgique et en Suisse pendant de brèves périodes. Mon père est fonctionnaire, on déménage beaucoup. » Antoine acquiesça pensivement. « J'ai vu un peu de MMA, mais ton truc avait l'air différent, plus contrôlé. Le judo ne consiste pas à frapper ou à blesser, » expliqua Jean surpris, par l'intérêt véritable. Il s'agit de contrôle, d'utiliser la force de l'adversaire contre lui-même, de résoudre des situations avec le minimum d'énergie nécessaire. L'été eut un autre moment de silence avant qu'Antoine ne parle à nouveau, cette fois avec un effort évident. « Écoute, à propos de tout ce qui s'est passé avant, ce n'était pas bien. Nous... » Jean l'interrompit, reconnaissant combien, et il devait être difficile pour quelqu'un comme Antoine d'admettre une erreur. « C'est oublié. Nouveau départ, ça te dit ?» Antoine parut soulagé de ne pas avoir à élaborer des excuses complètes. « Oui, nouveau départ. » Il tendit sa main. Jean la serra, sentant que quelque chose de fondamental avait changé, non seulement entre eux, mais dans tout l'environnement social du lycée. Dans les semaines suivantes, la dynamique au lycée Saint-Michel connut une transformation graduelle, mais significative. Antoine et ses amis ne se transformèrent pas soudainement en anges, mais leur comportement envers les autres étudiants plus vulnérables se modéra considérablement. Le respect gagné par Jean s'étendit à une sorte de protection implicite envers ceux qui auparavant souffraient aussi de harcèlement. Sophie, qui était maintenant devenue une bonne amie de Jean, observa ce changement avec admiration. « C'est incroyable », commenta-t-elle un jour tandis qu'ils étudiaient ensemble à la bibliothèque. « Tu as réussi plus contre le harcèlement en un mois que tous les discours et politiques anti-bullying du proviseur en année. » Jean sourit, se rappelant les paroles de son sensei. Le vrai guerrier change son environnement sans le détruire. « Ce n'est rien fait d'extraordinaire, » répondit-il. « Je suis juste resté fidèle à mes principes jusqu'à ce que je n'ai pas d'autre option. »« C'est ça l'extraordinaire, » insista Sophie. Beaucoup auraient craqué avant ou auraient répondu avec la même cruauté. Tu as trouvé un troisième chemin. Pour la fin du trimestre, Jean avait trouvé sa place au lycée. Sa réputation n'était plus celle du rat, mais celle de quelqu'un de respecté pour son habileté,
et plus important pour son caractère. Il avait même commencé à donner des cours informels de défense personnelle à certains camarades intéressés, avec le soutien du professeur Lemaire, qui, impressionné par ses compétences, lui avait demandé de montrer quelques techniques basiques pendant les cours. Ce qui surprit le plus tout le monde, y compris Jean lui-même, fut quand Antoine lui demanda de lui enseigner quelques mouvements basiques. Pas pour les utiliser contre qui que ce soit, clarifia-t-il rapidement. Juste, ça m'intéresse d'apprendre quelque chose de différent du football. Jean accepta, voyant dans cette requête une opportunité de partager non seulement des techniques, mais aussi les principes derrière elles: respect, autocontrôle, humilité. Après-midi, tandis qu'il s'entraînait dans le gymnase après les cours, Antoine confessa quelque chose que Jean soupçonnait déjà. « Tu sais, moi aussi j'ai été le harcelé une fois, à l'école primaire. J'étais le plus petit de la classe, avec des appareils dentaires et en surpoids. » Jean écouta en silence, comprenant la complexité derrière la confession. « Je suppose que quand j'ai finalement grandi et que je suis devenu fort, j'ai décidé que je ne me sentirai plus jamais comme ça, » continua Antoine. « Et j'ai fini par faire la même chose qu'on m'a faite à moi. »« Je comprends ça mieux que tu ne le crois, » répondit Jean. « On porte tous des cicatrices, visibles ou invisibles. L'important est ce qu'on décide d'en faire. »« Comment tu fais ?» demanda Antoine avec une curiosité véritable. « Comment tu as toute cette force et tu ne l'utilises pas pour dominer les autres ?» Jean réfléchit un moment avant de répondre. « Mon sensei disait que le vrai pouvoir n'est pas dans combien de dégâts tu peux faire, mais dans combien tu peux éviter d'en faire en ayant la capacité. N'importe qui peut détruire. Construire, c'est difficile. » Tandis qu'il rentrait chez lui cet après-midi, Jean pensa à combien la vie était imprévisible. Il était arrivé au lycée Saint-Michel en espérant simplement survivre une année de plus, faire profil bas et supporter l'inévitable. Au lieu de cela, il avait trouvé une opportunité de grandir, d'enseigner, de changer les perceptions, y compris les siennes propres. Il se rappela les paroles finales de sa conversation avec Antoine. « Tu sais ce qui est le plus bizarre ? Dans tout ça, avait dit l'ex-brute, que si je ne t'avais pas harcelé, on n'aurait probablement jamais parlé. Je n'aurais jamais découvert que, en réalité, tu es plutôt cool. » Jean avait souri. Parfois, les pires débuts mènent aux meilleures fins. Mon père appelle ça la route panoramique du destin. Il avait appris que la vraie force n'était pas dans les muscles ni dans les techniques de combat, mais dans le fait de rester fidèle à soi-même, même dans les circonstances les plus adverses. Et que parfois l'acte le plus puissant n'était pas de vaincre un opposant, mais de le transformer en un allié. Le rat s'était avéré être un lion déguisé, mais au lieu de dévorer ses proies, il leur avait appris à trouver leur propre rugissement intérieur.